Habari Média. Aujourd'hui, nous retrouvons un des personnages qui était marquant durant la campagne électorale de 2018 et qui continue à l'être encore aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Wilfried Ekanga, auteur, essayiste et militant politique. Bonjour Monsieur Ekanga, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Je remercie Habari Média de l'invitation. C'est un plaisir, c'est une première. J'espère que nous aurons un échange enrichissant, fructueux et que nous allons parler de choses qui vont nous enrichir concernant ce qui nous a mené ici, la politique camerounaise. Tout à fait. Alors nous sommes à quelques semaines et on peut même le dire à quelques jours de cette fameuse élection présidentielle de 2025. Et à cette occasion, vous avez eu récemment un meeting à Genève. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez tenu finalement à faire ce meeting? D'autant plus qu'on a pu remarquer que le président sortant et candidat à sa propre succession, Paul Biya, était effectivement à Genève ce jour-là, le 26 septembre. Oui, d'une certaine manière, la réponse est dans la question. Nous avons été interrogés d'ailleurs par plusieurs Camerounais. Pourquoi vous faites un meeting à Genève? Pourquoi vous ne le faites pas à Yaoundé? Bon, il se trouve que Paul Biya est à Genève au moment où on fait le meeting. Mhm. Il est tellement à Genève que c'est devenu de manière officieuse la véritable capitale du Cameroun. Donc, fort opportun était l'événement pour, d'une part, rappeler aux Nations Unies, dont Genève abrite l'un des sièges, Genève qui est d'ailleurs l'une des villes au monde, et sinon la ville avec le plus de représentation internationale, pour leur rappeler que quand on défend le droit international, quand on se pose comme arbitre, comme tampon, pour les litiges internes au pays ou pour les litiges internationaux, on doit le matérialiser dans les faits. On ne peut pas encourager les acteurs d'une forfaiture telle que celle que nous voyons au Cameroun. Paul Biya, ça fait 43 ans qu'il est arrivé au pouvoir et, mis à part l'épisode des années 90-91 avec la libéralisation forcée par François Mitterrand dans la foulée du discours de la Baule, Paul Mhm. Biya, de son plein gré, n'a jamais matérialisé, mais vraiment dans le concret, ce qu'on appelle la pluralité d'opinion. On a beaucoup Mhm. de façades, on a beaucoup de mirages, on a beaucoup d'illusions, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Donc l'élément numéro un, c'était de confronter les Nations Unies devant la réalité de leur complicité de ce que nous considérons être un crime d'État au Cameroun, quand on piétine le droit, quand on piétine la Constitution, quand on piétine le code électoral. Peut-être que nous allons le développer dans les minutes qui viennent. On Mhm. ne peut pas jouir d'une souplesse et d'une indulgence comme celle que nous observons de la part des Nations Unies. Donc, motif numéro un de la manifestation de Genève, faire comprendre aux Nations Unies qu'elles ont perdu à nos yeux toute crédibilité. Nous ne leur faisons pas confiance du tout, elles ne font pas leur jeu. On l'a vu entre autres sur le conflit israélo-palestinien, on le voit également au Cameroun où quand il faut être du côté de la justice, quand il faut être équilibré, quand il faut réellement œuvrer pour un climat apaisé, un climat assaini où les chances sont égales, elles prennent parti pour celui qui utilise la force publique, utilise les moyens de l'État contre le peuple camerounais. Et le deuxième motif, c'était justement le message au peuple camerounais. euh, vous ne devez pas tourner la page aussi vite. Quand on piétine une fois encore l'état de droit, il ne faut pas se dire, bon, on a piétiné, avançons, passons à autre chose. Ça élimine, ça tue littéralement l'esprit d'indignation, l'esprit de révolution citoyenne, l'esprit d'indignation, l'esprit d'engagement, parce qu'on se dit, il y a des raccourcis, il y a des alternatives, mais il y a un risque que ce qu'on considère comme des raccourcis ou des alternatives soit une voie tracée par l'ennemi, ce qui nous entraînerait dans une impasse dont il serait compliqué de sortir. Donc notre objectif, c'était de dire aux Camerounais, non, ce n'est pas un événement anodin. L'élimination d'un candidat, comme on l'a vu le 5 août, c'est le régime qui vous montre que je n'ai pas peur de vous, je Mhm. suis la loi, vous le peuple ne représentez rien et n'êtes utile que pour consolider le scénario que j'ai mis en place, le script
que j'ai mis en scène et rien d'autre. Donc les Camerounais doivent s'habituer à cette manière de voir les choses, à la détestation de la non-loi, à la Mhm. détestation du non-droit, doivent arrêter d'être portés par l'envie compulsive de créer immédiatement des alternatives, des voies parallèles, parce que l'état de droit, l'état de non-droit ont l'affronte de face. Mhm. Il faut être un peuple. Il faut être un peuple qui décide du timing Mhm. et non qui se laisse guider par le timing décidé par ceux qui sont au pouvoir. Donc, pour faire court, la mobilisation, c'était pour inciter les Camerounais aussi à Mhm. réaliser ce type de mobilisation dans leur pays parce qu'ils en ont le droit. Avec le temps, ils ont fini par oublier que c'est un droit. Ils pensent que vous déstabilisez, vous incitez à la déstabilisation de la nation Mhm. quand vous incitez le peuple à récupérer ce que de droit, à savoir sa souveraineté. Il est du devoir d'un peuple d'exiger que la loi soit appliquée et de refuser que ceux qui n'appliquent pas la loi continue de leur donner des ordres. Donc c'était le motif de la manifestation et vu le faible intervalle de temps que nous avons eu pour la réaliser, vu le lieu, Genève, c'est une ville assez isolée des grandes villes, des grandes capitales, Mhm. Lisbonne, Madrid, Berlin, Rome, vu voilà le statut de la Suisse particulier dans enfin dans l'espace européen, le nombre de personnes que nous avons eues, même si ça peut susciter des railleries pour certains, est assez impressionnant, d'autant plus que c'était un jour de semaine. Oui. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que l'éthique, la vertu ne s'encombre pas de la quantité. Sinon, Ernest Ouangé ou Miobe, tous les grands héros de la résistance camerounaise auraient lâché leur combat parce que incompris par les Mhm. contemporains. Alors, vous avez évoqué beaucoup de choses dans cette réponse sur lesquelles on prendra le temps de revenir, notamment l'élimination et toutes les autres choses en fait qui ont agité la scène politique camerounaise ces derniers temps. En particulier le retrait considéré comme injustifié de Maurice Kamto, qui était le plus grand opposant de Paul Biya lors de cette élection. On a également eu d'autres candidatures qui suscitent le débat public, comme celle de Issa Chiroma Bakari, qui était membre du gouvernement pendant plus d'une vingtaine d'années. Et on a effectivement plein de choses qui sont arrivées, comme cette allocution de Atangandi qui nous dit que les coalitions devraient être interdites à partir du moment où les cartes électorales ont déjà été distribuées. Donc, qu'est-ce que vous pensez finalement de toute cette situation politique camerounaise et quelle lecture en fait vous abordez par rapport à tout ça? À votre tour, je vous renvoie à l'ascenseur. Vous avez évoqué beaucoup de choses. On va commencer par la dernière, la sortie du ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji, Mm. qui illustre ce que j'ai évoqué dans ma première intervention. Le non-droit érigé en norme dans ce pays devenu un non-pays qu'est le Cameroun. Lorsque vous avez des représentants de la force publique qui vous font comprendre que la coalition est illégale, ou qui vous fixent un timing de coalition qui n'obéit à aucun texte de loi, Atanganji fait savoir que il aurait fallu faire les coalitions avant l'impression des bulletins de vote. C'est absurde. Il ne se base pas sur le code électoral, il ne se base pas sur la constitution, il ne se base sur rien du tout. Il improvise devant un microphone, il décide que bon voilà, on ne doit plus manger à partir de 14h15. Pourquoi? Parce que j'ai décidé qu'on ne doit plus manger à 14h15. C'est l'élément illustrateur parfait de ce que j'ai appelé souvent ironiquement un soupçon de pays, un non-État. Un pays que je connais très bien pour y avoir vécu, pour y passer au moins la moitié de mon temps, l'Allemagne, fonctionne presque exclusivement sur la modalité des coalitions. Parce qu'il est quasiment impossible, depuis Konrad Adenauer, le premier chancelier, il n'est pas très courant d'obtenir la majorité absolue. Et comme c'est une république parlementaire fédérale, vous avez besoin de la majorité absolue pour mettre sur pied un gouvernement. Euh, il s'avère qu'au niveau du Bundestag, du Parlement fédéral, les principales formations politiques, le SPD, le CDU, le CSU, ont du mal à avoir les 51% requis, donc ils ont des majorités relatives qui les obligent aux coalitions. Et les coalitions émanent des discussions sur les points de convergence et de divergence
entre les partis politiques. Une fois que cela est fait, les partis en question s'entendent sans autorisation quelconque d'une administration, d'une force policière, d'une gendarmerie, d'un commissariat ou que sais-je, s'entendent pour justement diriger tous ensemble. Ce sont des accords plus ou moins tacites ou des accords écrits mais non formels entre justement les partis qui ont obtenu les résultats les plus intéressants et qui, mis tous ensemble, peuvent aboutir à la majorité absolue. Et donc, à partir de là, ils forment les coalitions. La coalition tire sa légalité de la légalité des partis qui la composent. Point Mm. final. On peut la dissoudre quand on veut, on peut la réorganiser 5 fois par jour. Ça ne concerne pas les administrations publiques. Et d'ailleurs, il est incongru que ce soit le militant, parce qu'il est militant du RDPC de Paul Biya, Paul Atanganji, il est assez amusant de voir que l'une des parties se pose en juge et fixe les règles comme quoi il faut se réunir à tel ou tel moment, ou à partir de tel moment, on ne peut plus se réunir. Donc c'est incongru, c'est absurde, c'est la caractéristique d'un pays qui ne fonctionne pas, un pays où les populations sont transformées en simples êtres humains qui vivent sur un territoire et non en citoyens qui vivent dans un pays et qui ont des droits. Donc dans le sillage de ce non-droit, la violation donc de la loi sur l'élimination de Maurice Kamto qui était, et c'est un secret de polichinelle, ce n'est pas une information, qui était le candidat, je le réitère ici, le seul à même de vaincre Paul Biya, mais vraiment le seul. Paul Biya le savait, c'est pour ça qu'il a mis sur pied le mécanisme d'éviction grotesque, ubuesque, grossier, ridicule auquel nous avons eu droit. L'article 121 de la loi électorale vous permet d'être investi par un parti politique. Et en tant que citoyen, Maurice Kamto a été investi par un parti politique, en l'occurrence le Manidem du président Anissé Ikane. Du président Anissé Ikane qui, parce qu'il est président, a pu signer le mandat pour le dossier de candidature de son conseiller électoral, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui conseiller électoral. Donc le Manidem a un président du nom de Anissé Ikane. Nous arrivons devant l'organe électoral et nous sommes informés comme ça, ex nihilo, que Anissé Ikane n'est pas le président du Manidem, ou du moins qu'il y a soudain deux présidents. Mm. Pourtant, pendant des années, le même organe électoral a écrit des invitations aux concertations préélectorales à Anissé Ikane comme président du Manidem, Mm. tout aussi bien qu'il recevait justement enfin, les contributions pécuniaires de l'administration en tant que président du Manidem. Et donc, ce non-droit a servi plus tard également au Conseil constitutionnel, les 4 et 5 août, en violation totale de l'article 4 alinéa 1, qui exige d'expliquer, donc de motiver l'élimination d'un candidat. Et non pas seulement de dire candidature rejetée, candidature irrecevable. Monsieur Atangana Clément, qui, parce qu'il obéit à Paul Biya, en violation également de l'article 5, alinéa 1 de la loi fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel et les ordonnant donc de s'abstenir de toute situation qui compromet leur indépendance et l'intégrité de leur mission. Donc il obéit aux ordres de Paul Biya, dont il n'a jamais cessé d'être militant, et c'est encore une illustration du non-droit. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit les Camerounais doivent s'habituer à s'arrêter devant le non-droit et à être un peuple, à Mm. intervenir pour empêcher la forfaiture. Car aujourd'hui, ce qui est considéré comme une élection est en fait simplement l'homologation d'un processus qui s'est terminé le 5 août. Et j'interviens donc pour finir sur le troisième élément que vous avez évoqué, Monsieur Chiroma Bakari. Je ne lui reproche pas, et là je parle à titre personnel, parce que beaucoup de mes interventions sont mises en perspective avec la position officielle du MRC et parfois confondues. Mais Mm. en tant que citoyen, je ne suis pas que membre du MRC, je suis plusieurs choses à la fois. Je suis aussi camerounais, je suis aussi un garçon, je suis aussi un carnivore, enfin, on est plusieurs choses autres que militant. Et Mm. donc en tant que Camerounais, je dis
Monsieur Chiroma Bakary ne pêche pas par le fait d'avoir été ministre. Jacques Chirac était ministre de François Mitterrand, Macky Sall était ministre, il était dans le gouvernement, dans l'administration Ouad. Monsieur Thomas Sankara était dans l'administration de Jean-Baptiste Ouedraogo, etc., etc. Même Monsieur Maurice Kamto était ministre du gouvernement. Nous interrogeons ici le timing dans un régime perfide comme le nôtre. Je ne veux pas croire qu'on peut, comme ça, à 3 mois de l'élection, sortir de sa coquille, s'improviser opposant et avoir immédiatement le vent en poupe pour remporter la présidentielle. Et quand on voit la facilité du déploiement, quand on voit la couverture même avec le concours de la chaîne d'État, Mhm. qui évidemment n'aurait pas fait pareil pour Maurice Kamto, quand on voit le musellement quasi inexistant dont Chiroma fait l'objet, comparé à Maurice Kamto qui n'a même pas été autorisé au sortir du meeting de Paris du 31 mai, qui n'a même pas été autorisé à rencontrer ses militants à Douala, quand on voit un candidat qui soudain se déploie, n'est pas empêché par la police, les motifs de risque de troubles graves à l'ordre public ont soudain disparu, les motifs de diabolisation systématique ont soudain disparu, il n'y a pour moi à ce sujet qu'une seule conclusion, à savoir le système Paul Biya, une fois Maurice Kamto évincé, aurait péché par la flagrance du crime. S'il n'y a pas une opposition aux allures sérieuses et solides, les Camerounais se rendraient vite compte que l'élection elle est pliée. Mm. Donc pour entretenir l'illusion, on va susciter une candidature aux allures crédibles qui permettra donc à la fin de dire voilà, il y a eu une belle opposition, il y a eu un candidat, un opposant qui vraiment avait la possibilité, avait des vents favorables et pouvait renverser le système. Mais malgré ça, moi, Paul Biya, j'ai gagné. Donc vous voyez, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mettons le cap sur les législatives. Ce que d'ailleurs Chiroma dira certainement. C'est-à-dire, je ne l'imagine pas un seul instant revendiquer sa victoire. Il n'a pas été paramétré pour ça. Il prendra acte au nom de l'état de droit de sa défaite et invitera les Camerounais à mettre le cap sur les législatives. Pourtant, nous avions un candidat qui était prêt à défendre sa victoire vaille que vaille et qui, réellement, sans ambiguïté aucune, s'opposait au système en place et offrait à la population la garantie que oui, ils ont actuellement une véritable alternative au régime. D'accord. Vous parlez justement de ce candidat, j'entends par là Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, qui avait justement pour ambition d'être cette alternative à la gouvernance que le Cameroun connaît actuellement. Il a récemment fait une sortie à la veille du lancement officiel des campagnes, disant qu'il ne laisserait pas de consigne de vote et que chacun devait voter en toute âme et conscience. Et donc, que pensez-vous de ça? Est-ce que, en tant que militant, patriote, camerounais aussi, vous avez été choqué par cette annonce? Si oui, est-ce que vous partagez son opinion ou pas du tout? Je partage entièrement son opinion. Je l'y ai incité directement comme indirectement. Il a fait un choix que j'aurais fait si j'avais été à sa place. On ne peut pas être choqué par l'invitation d'un homme politique à choisir selon sa conscience. Mhm. J'ai intégré le MRC et j'ai soutenu Maurice Kamto par conviction. Dans mon livre Tu dois t'impliquer, j'évoque justement le fait que j'ai choisi le MRC après mûre réflexion pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait que le MRC n'a pas été créé en prélude aux élections, mais plutôt a posteriori. Les élections se sont tenues en 2011. Le MRC a vu le jour en 2012. Donc Maurice Kamto a eu la patience de se donner il y a plusieurs années pour se faire connaître, pour vendre un projet de société, pour montrer sa crédibilité, sa capacité à défendre les Camerounais, à faire un maillage territorial de tous les instants. Et en 2018, on a donc eu la fameuse élection présidentielle à laquelle j'ai pu battre campagne pour lui parce que plusieurs années m'avaient convaincu de la solidité du personnage et du fait qu'il n'agissait pas par opportunisme politique, mais par sacerdoce politique, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de faire ça, mais je le fais parce que j'aime mes concitoyens, parce que j'ai quelque chose à leur proposer, j'ai un projet de gouvernance, une offre de société, une offre politique, un programme de société. Et donc, contrairement à beaucoup de candidats qui deviennent donc opposants parce que les élections pointent à l'horizon, j'ai toujours défini l'homme politique crédible comme celui qui vient vers vous quand vous avez besoin de lui. Si un homme politique vient vers vous quand lui a besoin de vous,
il faut vous poser énormément de questions. Et en ce qui me concerne, je ne pourrai jamais y accorder mon crédit à celui qui me fait savoir son existence au moment où lui a besoin de moi. Et alors que moi, je n'attends rien, je préfère des gens qui, voilà, émergent quand moi, le peuple, j'ai besoin d'eux et qui, sans avoir besoin de moi ni de faire l'engagement que je les vois faire, viennent et mettent les mains dans le cambouis, comme on a coutume Avant de de dire. pouvoir continuer, si vous me permettez de vous poser une petite question, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au Cameroun, c'est possible, en tant que personne anti-système, en tout cas, d'avoir quelque chose d'autre à proposer à la population, hormis dans le cadre des élections, quelque chose d'autre que les dénonciations, en fait? Parce que de ce que j'entends de votre discours, vous dites justement que cet homme politique doit pouvoir être là quand le peuple a besoin de lui. J'entends par là quand des situations se produisent, quand des choses, en fait, qui ne sont pas apparentées à l'état de droit se produisent au Cameroun, ce candidat devrait pouvoir faire quelque chose pour les Camerounais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec le système en place, c'est possible? Autant je dis qu'il faut qu'un homme politique pour être crédible se présente quand le peuple a besoin de lui, autant je ne souscris pas à la logique du sauveur. Le développement ou la construction de l'état de droit est une perspective de co-leadership, c'est-à-dire le peuple est responsable de sa situation, de son avenir. C'est pour ça, entre autres, que la manifestation de Genève incitait également les Camerounais à s'engager au Cameroun pour justement que règne l'application de la loi. Donc, pour ce qui est de Maurice Kamto, quand il prend la tête du MRCI en 2012, pendant 7 ans, et pendant les 7 ans qui ont suivi, d'ailleurs après 2018, les Camerounais ont vécu dans une université à ciel ouvert. Ils ont tout appris. Aujourd'hui, ils savent ce qu'est l'article 15 alinéa 3 de la Constitution sur la représentativité du mandat, donc la nullité du mandat impératif. Ils savent ce qu'est l'article 121 que je viens d'évoquer. Ils savent ce qu'est l'article 80 du Code Mhm. électoral sur l'obligation de la publication de la liste électorale nationale. Et ils savent ce qu'est l'article 5 de la loi électorale concernant l'ECAM, l'organe électoral, ou concernant aussi le Conseil constitutionnel sur la nécessité de préserver son indépendance quand on est président du Conseil constitutionnel ou quand on est directeur général des élections. Donc, Maurice Kamto a apporté aux Camerounais la conscience de l'état de droit. On ne peut pas militer pour l'état de droit quand on n'a même pas conscience de ce que ses droits sont violés. Donc, il faut que justement les êtres humains qui vivent sur un territoire deviennent des citoyens qui vivent sur un pays. Et des citoyens, ce sont des gens qui savent où sont les limites qui ont été franchies contre eux. Ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport, c'est les combats que Maurice Kamto a réalisés pendant toutes ces années. Il a été pour les Camerounais, pas pour des crimes qu'il aurait commis, assigné à résidence, bloqué dans son hôtel, expulsé de plusieurs villes du Cameroun, emprisonné pendant 9 mois. Il a organisé des marches, il est descendu dans la rue, il a même répondu aux Camerounais qui, par lâcheté et parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la grandeur d'un homme qui mène un combat historique pour eux, il leur a dit: Ok, je veux bien que vous disiez que j'envoie les enfants de X dans les rues, pendant que moi je suis dans ma villa luxueuse. Cette fois, je vais descendre dans la rue et j'espère que vous, les parents, m'accompagnerez. Les personnes dont venaient ces phrases étaient curieusement aux abonnés absents. Donc c'est un homme politique qui a pris sur lui de prendre également à son compte l'ingratitude d'une partie de ses concitoyens à la lumière de ceux que nous considérons aujourd'hui comme des héros nationaux, de Jacob Fossi à Ernest Wanjé en passant par Abel Kingay, Hossein Diafana, Omniobe et autres. Nous les considérons aujourd'hui comme des combattants de la liberté, mais à leur époque, une bonne partie de leurs concitoyens les prenaient pour des terroristes, des maquisards, un nom d'ailleurs qui a la peau dure et qui est encore usité par beaucoup aujourd'hui. Donc oui, il a apporté cela. Et donc quand il dit aujourd'hui, vous devez voter en votre âme et conscience, c'est parce qu'il ne veut pas voter sous la pression du chantage à la consigne électorale, ce que je considère comme très malsain. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que je souscris totalement à sa position et que j'aurais fait pareil. On choisit un candidat parce que il a, c'est-à-dire c'est lui qui a réalisé la lourde tâche de convaincre. Ce n'est pas le peuple qui doit se poser des questions et chercher des éléments qui font d'un candidat un candidat crédible. C'est le candidat qui, avant même d'être candidat, au moment où il est encore un homme politique, doit briller par
sa cohérence, voilà, son caractère unidimensionnel, plutôt que par sa versatilité et par l'incertitude. Sur Issa Chiroma Bakary, il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, je prends la liberté d'affirmer qu'il n'a aucune crédibilité en tant qu'opposant politique. D'autres préfèrent une approche beaucoup plus prudente en disant il est possible que ce soit un opposant, que ce soit quelqu'un qui a réalisé que le système n'avait rien à offrir et qui maintenant a tourné le dos et aimerait présenter quelque chose d'autre aux Camerounais, sauf que c'est très incertain, c'est très flou, on n'est pas convaincu de cela, il n'est pas possible de le savoir. Et donc devant l'incertitude, devant l'ambiguïté de la chose, et devant évidemment la versatilité historique du personnage, Maurice Kamto préfère envoyer chaque Camerounais devant ses responsabilités. Il ne faut pas que l'histoire retienne que si demain le peuple se sent trahi à nouveau, il ne faut pas que l'histoire retienne que c'est Maurice Kamto qui avait entraîné le peuple vers cette voie-là. Maurice Kamto considérait que la meilleure voie, la meilleure alternative au changement, c'était Maurice Kamto, ce qui est d'ailleurs normal. Même si certains peuvent le lui ou nous le reprocher, vous n'allez pas demander à Coca-Cola quelle est la meilleure boisson et vous attendre à ce que Coca-Cola vous réponde que c'est Pepsi. Coca, chacun va prêcher pour sa paroisse. Quand on a pris le temps de former des scrutateurs, de faire des appels de fonds, de militer pendant des années, de présenter un projet de société, Mm. on ne peut pas comme ça se lever et, et dire sous la pression que d'autres qui n'ont assurément pas fait le même travail et surtout pas sur la même durée sont soudain aussi crédibles que vous. Donc Maurice Kamto, qui ne peut pas appeler les Camerounais à boycotter, qui ne peut pas appeler les Camerounais à descendre dans la rue et à mener une révolution, leur dit, votre liberté dépend de vous. Vous allez voter le candidat qui vous sied, et quand bien même il faudrait une révolution populaire, elle interviendra quand vous aurez compris certainement qu'il n'y a pas d'autre alternative. Quant à moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et je ne vous ai pas trahi. C'est la phrase que Maurice Kamto prononce quand il revient, quand il est éliminé par le Conseil constitutionnel. Je ne vous ai pas trahi. Un écho à la phrase de Ernest Wanji en 71, peu avant son exécution du 15 janvier. Dites à ma femme, dites à ma famille que je n'ai pas trahi. J'ai combattu mon combat. Maintenant, c'est à vous, c'est aux générations d'après de mener, de prendre conscience du reste qu'il y a à faire. Évidemment, Maurice Kamto, encore en vie, se tiendra aux côtés du peuple camerounais quand celui-ci réalisera ce qu'il a à faire. Mm. D'accord. C'est très pertinent ce que vous dites justement par rapport à tout ça. Il y a une question qui est souvent revenue dans le débat public et pourtant qui n'a pas été très abordée. C'était notamment au niveau de la politique internationale. Alors vous êtes aujourd'hui, on peut le considérer un activiste et un militant pour le MRC. Est-ce que aujourd'hui Maurice Kamto en fait avait un projet au niveau de la politique internationale pour le Cameroun? Et d'autant plus, vous avez dernièrement fait, comme je l'ai dit plus tôt, votre meeting à Genève en disant que vous n'aviez plus confiance finalement en ces institutions internationales qui étaient censées garantir en fait l'état de droit d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que vous ressortez finalement j'ai envie de dire, de ce meeting-là, premièrement? Et deuxièmement, que pensez-vous en fait par rapport à la politique internationale de Maurice Kamto et de plus amplement, qu'est-ce que la politique internationale aura comme mot à dire durant ces élections? La politique internationale de Maurice Kamto, déjà pour commencer, c'est la rupture du pont, enfin la rupture de la barrière invisible qui a été créée par Paul Biya entre les Camerounais et la diaspora et entre les Camerounais de la diaspora. C'est-à-dire Paul Biya, qui lui-même est un Camerounais de la diaspora, considère que les Camerounais de la diaspora, notamment ceux qui ont une nationalité étrangère, ne sont pas de bons Camerounais. La loi du 11 juin 68, mise sur pied par Ahidjo, qui oblige au renoncement de la double nationalité, mise à part pour les femmes qui acquièrent une nouvelle nationalité par le mariage, cette loi conduit les Camerounais à perdre leur nationalité quand ils acquièrent un passeport étranger. Mais dans les faits, c'est très ambigu. Plusieurs personnalités publiques camerounaises, des footballeurs, des hommes politiques, y compris un bon nombre de membres du gouvernement, possèdent plusieurs passeports et cela est accepté. Donc, on est dans le paradigme de Jean de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc,
il y a cette césure artificielle et absolument stupide entre les Camerounais du pays et les Camerounais de la diaspora qui entrave énormément beaucoup de Camerounais qui veulent d'une manière ou d'une autre participer aux jeux politiques et économiques dans leur pays. Vous avez au Sénégal, lors des élections de 2024, vous avez sur les 165 députés, vous avez une quinzaine de députés hors du territoire, ce qui permet justement aux Sénégalais hors de leurs frontières de vivre la réalité politique de leur pays et d'apporter justement une contribution active. Et maintenant, entre les Camerounais de la diaspora, la division consiste à distinguer les pros des anti. Paul Biya a créé un carcan idéologique qui fait croire aux Camerounais hostiles à sa politique qu'ils sont des ennemis de la nation. C'est-à-dire un bon Camerounais, c'est celui qui aime Paul Biya. Je ne pense pas qu'en Allemagne, ceux qui n'aiment pas Friedrich Merz sont moins allemands que ceux qui l'aiment. Actuellement, le parti de Friedrich Merz est en grande difficulté au point où c'est l'AfD qui a le vent en poupe et qui pourrait, en cas d'éventuelle élection à venir, rafler la mise. On ne dira pas aux Allemands de l'AfD qu'ils aiment moins l'Allemagne. On s'oppose évidemment sur les principes de gouvernance, sur la vision de la politique interne, mais on se considère tous comme des Allemands à part entière. En France, c'est pareil. Beaucoup de Français n'aiment pas Emmanuel Macron. Il a d'ailleurs perdu pratiquement toutes les élections. Et les présidentielles, il les a gagnées, entre guillemets, uniquement parce que on s'est arrangé à mettre en face de lui le Rassemblement national. Mais les Français qui sont hostiles à la politique macronienne ne sont pas moins français que d'autres. Au Cameroun, pourtant, on crée justement ce système, cette considération misérable de la politique où vous devez aimer Paul Biya pour prouver que vous aimez le Cameroun. En gros, Paul Biya est le Cameroun, ce qui n'est pas le cas du tout. Limite, on dirait Paul Biya est le Cameroun. Et donc, haïr la politique de Paul Biya, c'est littéralement aimer le Cameroun. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel le Cameroun se trouve aujourd'hui, comparé à ce qu'il était le 6 novembre 82, lorsqu'il prend ses fonctions. Donc, on ne peut pas être fier de ça quand on voit le résultat sur l'intervalle de temps. Donc voilà. Alors la politique interne de Maurice Kamto sera de recréer ce pont-là, de permettre aux Camerounais de jouir de la double nationalité, de permettre aux Camerounais de jouir justement de la possibilité de voter aux législatives municipales, la possibilité d'être voté aux législatives municipales dans la création des circonscriptions de la diaspora et même sur le plan économique, la mise sur pied d'un fonds souverain de la diaspora qui permettra, comme dans un système bancaire conventionnel mais à macro-échelle, aux Camerounais de la diaspora de pouvoir prêter de l'argent au trésor public qui pourra être remboursé à échéance convenue avec intérêt convenu. Vous avez 100 euros, vous le versez dans le trésor public au Cameroun. Il est prévu que vous soyez remboursé à 10% d'intérêt, dont 110 euros, disons, dans un an. Et pendant ce temps, vos 100 euros ont permis sur le terrain aux Camerounais, au pouvoir public de prêter à leur tour aux opérateurs économiques, des agriculteurs, des industriels, qui évidemment vont faire fructifier cette ressource matérielle, parfois en produisant de la richesse au niveau de l'agriculture, en produisant de la science, de la technique, en produisant de l'artisanat. Et donc, une fois cela fait, eux vont contribuer par l'impôt, eux vont également rembourser à échéance convenue ce qu'ils doivent au trésor public qui, en retour, remboursera aux citoyens de la diaspora qui aura réalisé le prêt. Donc, une sorte vraiment de cercle vertueux où tout le monde sort gagnant, y compris le pays. Donc, la vision était globale, elle était immense. Je ne vais pas vous étaler ici un programme de 88 pages et c'est ce qui faisait de Maurice Kamto un homme à la consistance indicible. Le régime ne pouvait donc pas procéder autrement que par le non-droit pour évincer quelqu'un contre qui on n'aurait jamais gagné sur le terrain du débat d'idées, sur le terrain de la vertu, sur le terrain des valeurs. Donc maintenant, comment je vois l'international? Alors, pour qu'on ne fasse pas de mélange de genres, je ne demande pas aux grandes puissances de venir nous aider, de faire intervenir, je ne sais pas, l'armée onusienne pour installer Maurice Kamto. Non, ça ne s'est jamais bien fini, ce genre de choses. Un pays doit être souverain, le peuple doit être souverain, mais en même temps, le Cameroun étant membre des Nations Unies, le Cameroun ayant d'ailleurs, parce que le Haut
Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme se tient actuellement, je crois la 60e session. Le Cameroun a enfin, a fait partie de l'une des sessions récemment. Sur les 117 pays qui ont déjà fait partie de ce Haut Conseil, le Cameroun figure. Et il y a quelques mois, l'ONU est venue au Cameroun signer une convention plutôt opaque avec l'organe électoral dans l'optique de transparence des élections. Donc quand on s'adresse à l'ONU, c'est parce que elle s'est immiscée dans nos affaires en tant que complice alors qu'on ne lui avait rien demandé. Donc la première chose, c'est informer le peuple camerounais que non seulement le régime joue contre vous et n'applique pas la loi, mais également les instances internationales jouent le jeu du régime en ne dénonçant pas, mais en travaillant avec et en informant d'ailleurs pas vous, le peuple, de ce qu'il se passe. Donc ça, c'est la première chose. Et voilà, dans un monde idéal où les Nations Unies feraient leur travail, nous n'aurions rien à redire, car on ne leur demande pas de choisir un camp, on leur demande d'intervenir comme arbitre qui veille à ce que les lois soient appliquées. Si elles ne le font pas, nous réitérons au peuple camerounais que le changement ne se fera pas par le rêve, par le mirage, par l'illusion. Tôt ou tard, vous, le peuple, devrez prendre conscience que tout joue contre vous, tout le monde joue contre vous, tout le monde est votre adversaire, vous êtes votre seul allié. Et la souveraineté ne sera pas acquise forcément en appliquant les règles de ceux qui vous ont arraché la souveraineté, mais en dictant les vôtres. Car la vraie souveraineté, la vraie force, de par le nombre, réside entre vos mains. D'accord, vous parlez justement de cette souveraineté qui ne sera pas acquise par des règles en fait qui ont, selon vous, été décidées par les instances de pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez finalement, nous sommes depuis le début, je le rappelle, à quelques jours de l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez qu'on devrait s'attendre en fait à quelque chose de différent cette année comparée aux autres années? Et dans votre lecture, encore une fois, de cette situation politique, pensez-vous qu'un potentiel soulèvement soit possible si le président à sa propre succession est annoncé comme vainqueur? Cela dépend de beaucoup de choses. En premier lieu, la volonté de celui qui s'estime lésé de réaliser cette invitation à la revendication populaire. Quand on dit soulèvement, c'est à connotation péjorative, mais en fait, il s'agit pour un peuple de revendiquer ce qu'on lui a volé. Maintenant, les candidats en lice ont-ils la force mentale, la force politique de le faire? Je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, il faut garder à l'esprit que les revendications citoyennes qui ont conduit d'ailleurs à renverser des régimes se sont presque toujours passées en amont des élections et non a posteriori. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais baignent dans l'illusion de se dire qu'en cas de victoire volée, notamment de M. Chiroma, on parle beaucoup de lui parce que c'est lui qui est mis en avant, en cas de victoire volée, ils feront une révolution populaire. On pourrait se demander pourquoi ne le font-ils pas en amont s'ils savent d'autant plus déjà que cela sera le cas et surtout que ce ne sont pas les motifs qui y manquent. Il est d'ailleurs plus facile de réaliser une révolution citoyenne populaire pour contester le non-droit qui a été appliqué le 5 août que pour contester la victoire volée de M. Chiroma Bakary, car le régime pourra plus facilement défendre sa victoire à lui, même si elle est fausse, que expliquer la barbarie juridique qui a eu lieu le mois dernier. Donc, les Camerounais actuellement sont convaincus que s'ils poussent assez le candidat Chiroma, le néo-opposant Chiroma, s'ils sont assez nombreux pour voter pour lui, enfin, je fais une lecture de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. N'étant pas au Cameroun, la réalité du terrain, des éléments pourraient m'échapper, mais sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup d'engouement, beaucoup de ferveur, de gens qui vous disent que, bah, voilà, nous allons voter pour Chiroma et on va, voilà, jouer le tout pour le tout et lui permettre d'aller à Itoudi. Beaucoup ne croient pas en lui, mais sont tellement obnubilés par le désir de se débarrasser de Paul Biya qu'ils prennent pour eux la parole d'un évêque, l'évêque de Yagua, qui a dit il y a quelques mois, dans un autre contexte évidemment, mais où les Camerounais font du forcing pour intégrer cela à ce contexte, l'évêque qui a dit même si c'est le diable, il faut quand même essayer avec le diable et on verra. Pour ma part, j'ai constaté que le diable a toujours déçu, le diable a toujours trahi, c'est dans son ADN. Il ne faut jamais choisir le diable. On peut choisir un opposant politique dont on n'est pas certain qu'il appliquera à la lettre son programme, mais dont on sait que c'est un opposant politique.
Ce qui est compliqué avec Chiroma, c'est que il n'est même pas possible de savoir de manière incontestable que c'est un opposant politique. C'est pour ça que la voix qui est la mienne, en tout cas à titre personnel comme d'habitude, elle est claire. Les Camerounais qui ont cru en Maurice Kamto ne peuvent pas aujourd'hui procéder à la Simon-Pierre Mm. et se détourner de lui à peine le coq a chanté. Ils doivent affronter la réalité, être ce peuple-là qui revendique l'état de droit, car l'incertitude concernant celui qui, à leurs yeux, est une alternative, l'incertitude, elle est immense. Nous avons subi le régime Biya. Nous avons des gens qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Nous avons des gens qui sont en prison. Nous avons des gens qu'on a enfermés. Je pense au porte-parole de Maurice Kamto qu'on a capturé dans son salon devant femmes et enfants. Il regardait un feuilleton télévisé. On l'a capturé pour hostilité contre la patrie, tentative de déstabilisation et tout le blabla dont effrayant tout état de non-droit. Et en même temps, vous avez une autre personne qui peut se déployer bien avant même la campagne, avec une facilité déconcertante et où on n'a pas vu un seul sous-préfet, une seule autorité administrative, comme s'ils avaient reçu un ordre commun qui, justement, évoque les mêmes motifs pour empêcher sa mobilisation. Donc, ce qui est flagrant à mes yeux, c'est la fabrication d'une opposition de façade pour que l'on ne dise pas que les jeux étaient pliés, pour amener le peuple dans un sentier qui, vraiment, Est-ce une le fait position penser. que vous conservez uniquement pour Issa Chiroma Bakary ou bien vous le pensez pour d'autres candidats, les Alors, autres 11 avec tout le candidats? respect que j'ai pour les autres, c'est-à-dire, ils n'ont pas la possibilité, c'est-à-dire, d'ici, je vois déjà une élection qui placera Chiroma en deuxième position. D'ici, je ne les vois pas renverser Paul Biya. Mhm. J'ai beaucoup de respect pour eux, sans mauvaise interprétation aucune, mais le respect inclut également la lucidité. J'aurais bien aimé, ça aurait été intéressant de les voir coaliser, d'ailleurs, Chiroma également, c'est-à-dire pour, plutôt que de venir demander à Maurice Kamto de donner une consigne de vote, il est logique que les candidats en lice commencent déjà par matérialiser leur désir de renverser le système contre il concourt en coalisant tous ensemble. Ce Mhm. serait déjà intéressant de les voir se coaliser pour gagner en puissance, mais on voit une difficulté pour chacun à faire le sacrifice du renoncement, ce Mhm. qui fait que je les vois très mal faire également le sacrifice de la revendication. Chacun est persuadé que tout seul, il fera plier le régime. Ce n'est pas Mhm. crédible. Tout seul, seul, Maurice Kamto, je le dis, mais vraiment de manière péremptoire, pouvait faire plier le régime tout seul. Chiroma n'y arrivera pas. Et il n'y arrivera pas, non pas parce que les Camerounais ne veulent pas se débarrasser de Paul Biya, mais parce que beaucoup de Camerounais, quand bien même Maurice Kamto donnerait une consigne de vote, beaucoup de Camerounais sont inconvaincables. Mhm. C'est-à-dire, ils n'ont pas choisi Maurice Kamto du jour au lendemain par fantaisie parce qu'ils voulaient chasser Paul Biya. Ils l'ont choisi parce qu'ils ont suivi son programme, sa démarche, son parcours, et ils aimeraient que Mhm. l'alternative obéisse au même choix. Ils auraient peut-être choisi Chiroma si Monsieur Chiroma, Monsieur Kamto avait été exclu dans les règles de l'art. Ils auraient dit, bon, nous sommes exclus, mais voilà. Or Mhm. là, on a exclu notre candidat et ceux qui ont exclu notre candidat sont littéralement ceux qui nous orientent vers un autre. La première chose qu'on a entendue après l'éviction de Maurice Kamto était, il est temps maintenant qu'il montre qu'il est un grand leader politique en s'alliant derrière un candidat. Et Mhm. on a vu ce candidat-là gagner en puissance en quelques jours où c'était trop beau. Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est pour ça que beaucoup de Camerounais, quand bien même le président, Maurice Kamto donnerait une consigne de vote, beaucoup de Camerounais diraient, je ne peux pas voter pour quelque chose en laquelle je ne crois pas, juste parce que je dois me débarrasser de Paul Biya. J'aimerais bien me débarrasser de Paul Biya, mais je ne suis pas certain que voter pour Chiroma, ce n'est pas réciter la partition écrite précisément par Paul Biya. Donc c'est là où se trouve c'est là où se trouve Mhm. le problème. La question aurait été simple si Chiroma était un opposant certes faible, mais un opposant absolu. Là, Mhm. la question en amont est déjà, est-ce que M. Bakary est un réel challenger à Paul Biya ou simplement un motif d'homologation d'une forfaiture électorale? Et Mhm. pour ma part, c'est sans doute aucun l'option numéro 2.
D'accord. Et vous avez dit énormément de choses, encore une fois, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Et vous revenez sur ce fait qu'on ne peut pas s'allier derrière un candidat politique juste parce qu'il représente une alternative. Je pense en particulier, vous avez eu un échange récemment sur un plateau avec l'écrivaine Calixte Béala, qui justement a dit voter Chiroma parce que c'est voter utile. Qu'est-ce que vous répondez brièvement à cela en plus de ce que vous avez dit, qu'effectivement ce n'est déjà pas un opposant de manière concrète, mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui le présentent finalement comme candidat consensuel pour cette élection? Consensuel auprès de qui? Ils sont 11. Ils n'ont même pas pu coaliser. Où est le Mm. consensus? Au sein de la population camerounaise non plus, il n'y a pas de consensus. Le seul consensus majoritaire, c'est il faut se débarrasser de Paul Biya. Mm. Mais voter pour Chiroma, on ne peut pas placarder comme ça comme étant un vote utile. C'est un vote incertain. On n'est pas à l'abri d'un retournement de veste, d'autant plus que le personnage est coutumier du fait. Vous avez un Chiroma qui vous dit, il y a quelques mois encore, je vais accompagner Paul Biya. Tant qu'il sera candidat, je ne le serai pas. Vous avez, en fait, une fois encore, c'est le timing, c'est trop rapide. On a un temps de remise en question, on a un temps de matérialisation d'une idée, on a un temps de maturation d'une idée, on a un temps d'implantation sur le terrain, mais là c'est très rapide et curieusement toute la logistique est déjà en place comme si cela avait été préparé. Donc je ne peux pas pour ma part considérer cela comme un vote utile, d'autant plus Mm. que je ne sais pas à quoi cela serait utile. Le Cameroun est à mes yeux, je le dis souvent, le premier exportateur mondial de retournement de veste. Je vois Chiroma qui prépare déjà son prochain costume. Chiroma que nous attendons comme, parce que les Camerounais sont dans la position de dire oui, il va perdre. Sur ce volet, on est d'accord. Le Conseil constitutionnel ne donnera jamais quelqu'un d'autre que Paul Biya vainqueur. Mais les Camerounais sont convaincus que M. Chiroma défendra sa victoire. Or, Chiroma a laissé entendre dans certaines de ses sorties que si le Conseil constitutionnel notamment a rejeté une candidature, il faut l'accepter. Or, pourtant, il s'agit d'accepter un rejet de candidature conforme à la loi. Maurice Kamto aussi l'avait dit il y a quelques années. Les décisions de la Cour suprême qui siégeait jadis comme Conseil constitutionnel sont littéralement des dogmes. Mais de l'esprit des lois, c'était en partant du principe que les décisions sont prises en conformité avec la loi. Il n'était pas entendu que la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel va vous inviter à un assassinat et vous allez le faire parce que ce sont des dogmes. Par contre, M. Chiroma Bakary parle d'un cas précis. On a rejeté Maurice Kamto. Il a lui-même rédigé un papier où il supplie, bon, enfin, je ne sais pas pourquoi on supplie dans un état de droit, ceux qui sont censés appliquer le droit de l'appliquer. Mais en tout cas, il a lui-même rédigé dans un papier cette invitation au Conseil constitutionnel à réintroduire la candidature de Maurice Kamto qui est non conforme, enfin le rejet qui est non conforme à la loi. Et on est un peu dérangé de voir le même Issei Chiroma nous expliquer que quand le Conseil constitutionnel a acté une décision telle que celle-là, il faut prendre acte et l'accepter. On voit tout de suite le Chiroma qui le lendemain nous dit que voilà, je vais me battre jusqu'au sang pour revendiquer ma victoire. Mais on voit tout de suite le Chiromaki le jour J. Vraiment, à ce niveau, c'est le seul volet où je n'en doute pas un seul instant. Le jour J dira, oui, j'ai perdu, mais la politique ne s'arrête pas avec la présidentielle. Il Mhm. faut prendre acte de cette défaite, il faut tirer des leçons, il faut mettre le cap sur les régionales, les législatives, les municipales, pour que la démocratie puisse continuer, que le Cameroun puisse avancer, etc., etc. Et c'est ce qui tue en les Camerounais l'esprit de révolution. Donc pour finir, juste pour préciser, à ceux qui posent la question, mais en quoi cela vous gêne d'aller aux élections? Oui, supposons, il faut que le peuple revendique, comme on le voit avec les Gilets jaunes, comme on l'a vu à Madagascar, comme on l'a vu au Népal, au Sénégal. Et oui, il faut que le peuple revendique, mais on ne perd rien en allant à l'élection. Je dis, la problématique de l'invitation tous azimuts à une élection hautement incertaine du point de vue de la crédibilité des candidats, cette invitation-là tue littéralement en les Camerounais cette idée de révolution. Ils ont beau le dire, mais ils s'enferment dans le carcan selon lequel, par les urnes, Chiroma Bakary pourra faire
plier le système. Et ils vont dans un risque incroyable, incroyablement élevé, d'entendre celui qu'ils pensent être le guide d'une contestation leur dire le jour J, bah, non, finalement, je reconnais ma victoire. Et voilà, ces phrases, la reconnaissance par Chiroma Bakary de cette défaite, je veux dire, éliminera pour de bon en les Camerounais l'idée de procéder par la mobilisation populaire. Ils seront convaincus, chacun, qu'ils sont dans un refus d'une élection crédible, ils sont dans un refus d'une victoire d'une personne qu'ils n'aiment pas, et il sera plus facile pour le système d'utiliser tous les moyens de coercition possibles pour dire, bah, vous ferez face à la rigueur de la loi parce que le droit a été dit, le vote est plié, vous avez perdu, mais vous voulez vous imaginer une victoire qui n'a pas lieu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est plus facile de revendiquer de manière citoyenne populaire le non-droit qui a été dit le 5 août, car c'est évident, c'est du non-droit, que de revendiquer une hypothétique victoire de Chiroma Bakary, ce qui est impossible à prouver dans le cas Chiroma Bakary, qui n'a pas fait la même préparation matérielle et du point de vue des ressources humaines que Maurice Kamto au-delà du programme politique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Wilfried Ekanga, pour cette entrevue et cet échange autour de la politique. On rappelle aujourd'hui que vous êtes auteur récent de ce livre Tu dois t'impliquer, qui est également disponible aussi sur Amazon si nos téléspectateurs souhaitent se le procurer. Et il n'est pas récent, il est écrit en 2019 D'accord. pour la campagne politique de De 2019. 2000. Et là-dedans, on comprend beaucoup les positions que je défends aujourd'hui Mhm. pour dire que je n'ai pas changé. Et si je semble avoir changé d'une manière ou d'une autre, c'est simplement parce que la météo a changé. Donc je me suis conformé. Quand il faisait froid, j'étais en manteau lourd. Maintenant qu'il fait chaud, je suis en sous-vêtements. D'accord. Merci énormément, Monsieur Wilfried. Et sur ce, nous vous laissons sur Habari Média. Nous espérons que cette entrevue vous a plu et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Habari.